Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, on parle encore de musique avec la chanteuse Yel, qui vient de sortir son 4e album, L'air du verso. Yel, c'est en réalité un duo. Julie, le visage principal que je reçois aujourd'hui, et Grand Marnier, l'autre moitié du groupe. Vous les connaissez peut-être grâce à leur tube Je veux te voir, À cause des garçons ou encore Safari Disco Club. Et 6 ans après leur dernier album, complètement fou, Yel revient donc avec L'air du verso. Un album dansant, toujours, mais un peu plus mélancolique, comme le symbolise la pochette. 10 titres, entre émotion et double lecture, qui viennent compléter en beauté l'univers du duo. Et avec Yel, on a parlé de son lien au public français, qu'elle évoque dans sa chanson Je t'aime encore, de la manière dont on agence un album, ou encore de l'importance des clips dans la construction d'un univers artistique. Bonne écoute! Bonjour Yel. Bonjour. Je l'ai dit dans l'intro, toi tu es Julie, Oui. Julie Butet. Oui. Et avec Grand Marnier, donc, vous formez ce groupe Ouais. qui s'appelle Yel et vous nous proposez ce 4e album qui s'appelle L'air du verso. Alors, L'air du verso, en soi, c'est un concept astrologique. Voilà. Je me suis un peu renseigné parce que je Ouais. suis un peu nul en astro, j'avoue. Cette ère du verso est très marquée par l'espoir et ça fait suite à l'ère du poisson, de ce que j'ai compris. C'est ça. Et donc c'est un concept qui découpe les époques en périodes en se basant sur les étoiles. C'est ça. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer tout simplement ce titre? Parce que c'est important, on est tenté de se dire qu'un titre d'album c'est quand même la couverture, une espèce de résumé peut-être aussi de l'album. Ouais, c'est vrai. Alors en fait, l'air du verso, nous, c'est un sujet qu'on a découvert via un praticien de médecine chinoise qui vraiment nous a parlé de ça dans le sens, en nous disant vous avez de la chance, vous êtes des artistes, vous avez le pouvoir de transmettre un message assez positif en fait. Vous pouvez raconter des choses aux gens et que ça les touche et c'est vachement bien, surtout qu'on arrive bientôt, dans quelques centaines d'années, non j'en sais rien en vrai, au niveau Oui, c'est quoi le... je crois que c'était 2000, je crois que j'ai lu un truc, c'était 2160. Oui, c'est pas 10 ans, toutes les 10 ans. Non, Quoi. c'est ça. Il y a l'ère du poisson ça fait 2000 ans qu'on est dans l'ère du poisson, donc qui est une ère très guerrière, très dominée par le pouvoir pyramidal, avec pas mal de violence, pas mal de luttes comme ça, même s'il y a eu du progrès malgré tout. Et l'ère du verso, c'est donc l'ère qui vient. C'est une ère beaucoup plus apaisée, une ère qui est tournée vers l'homme, qui remet les choses de manière beaucoup plus horizontale. Enfin, les rapports seront plus fraternels, plus équilibrés, plus équitables, avec des valeurs comme ça d'humanisme très, très fort. Et puis c'est une ère de communication. Et voilà. Important. Et donc nous, on aimait bien ce message en fait d'un passage de quelque chose qui appelle quelque chose de positif. Et même si on peut être dans un moment un peu chaotique, on va vers quelque chose d'apaisé en fait, tout simplement. Et plein d'espoir. Et plein d'espoir, exactement. Et c'est un petit peu ça qu'on avait envie de raconter dans ce titre. Alors Je t'aime encore, c'est ton premier single. Oui. De cet album, bien sûr. C'est une espèce d'hommage, peut-être de lettre d'amour à la France, au public français, comme une espèce de couple, hein, on s'aime, mais parfois y a des petits, on se comprend pas tout simplement. Qu'est-ce que tu as voulu y dire exactement? Qu'est-ce que ça implique, cette chanson? Je t'aime encore, c'est vraiment ça, c'est vraiment un cri du cœur, c'est vraiment dire à notre public français, on vous aime vraiment beaucoup, on fait beaucoup pour vous. En fait, si on chante en français, c'est pour s'adresser d'abord à vous, après aux autres. Quand on a commencé et qu'on a écrit en français, c'était parce qu'on avait envie de s'adresser aux gens qui étaient dans notre pays. Ouais. Et du coup, on a envie de leur... on a eu aussi envie de leur dire, on sait qu'on a une relation particulière, que parfois on se comprend pas vraiment, ou en tout cas on peut être en décalage parce qu'on sait qu'on fait le grand écart entre des choses très mainstream et des choses très indé, et que peut-être on se comprend pas toujours, mais finalement c'est comme
c'est comme dans une relation amoureuse. On peut avoir ces moments de... Comment dire, c'est haut, c'est bas et ces incompréhensions, et ça veut pas dire que c'est fini et qu'on s'aimera plus jamais. Donc c'est vraiment c'est un constat de là où on est, notre histoire. Parce qu'à côté de ça, il y a le public international où vous, allez, disons-le, vous cartonnez. Et est-ce que ça implique que le public français est plus exigeant? Est-ce que tu as trouvé des réponses en fait à ce je t'aime moi non plus? Vraiment, je sais pas. Je me dis que des fois, peut-être en effet, le public français est plus exigeant dans le fait qu'il attend des choses et il aime aussi parfois un peu cataloguer. C'est-à-dire qu'il faut qu'on rentre, voilà, il faut que tu rentres dans cette boîte-là, et si tu as un peu le cul entre deux chaises, voilà, c'est quoi en fait? Et je pense que nous, on a un peu brouillé les pistes. On en a toujours fait qu'à notre tête, et peut-être que justement, on n'a pas suivi un chemin qui était peut-être plus évident, j'en sais rien. Et c'est vrai que voilà, on a cette particularité peut-être finalement. Je pense que, moi en tout cas, je me dis que aujourd'hui c'est ça, c'est plutôt une particularité. Et c'est vrai qu'on a été plébiscité par le public américain par exemple, ou en tout cas étranger de manière générale, et c'est vrai qu'on y a répondu aussi, on ne s'est pas empêché de partir, quoi. Mais vous y avez répondu en langue française aussi, c'est ça qui je trouve assez notable. C'est vrai qu'on a répondu en français, on n'a jamais voulu chanter en anglais. Tout simplement parce que ça n'avait pas vraiment de sens pour nous de traduire les paroles. Enfin, moi je me voyais pas chanter en anglais. Enfin, j'adore parler anglais, je parle anglais presque tous les jours, mais par contre j'ai pas un super accent, je saurais pas être très précise dans le choix des mots. Oui, faire un album tout en anglais, c'est pas du tout. Non, c'est pas. Ça n'aurait pas de sens. Ok. Ouais. Alors ces 10 titres de l'ère du Verseau, tu les as composées, écrites avec Grand Marnier, qui est ton binôme, disons. Et ça faisait plusieurs années que vous faisiez germer toutes ces idées. À quel moment vous vous êtes dit que vous aviez assez de matière, assez de chansons efficaces aussi, puisque ça reste un produit? Ouais. Je sais pas trop. Je crois qu'on s'est dit peut-être à la fin de l'été 2019 que... je pense qu'on avait envie, depuis peut-être le printemps 2019, on avait réuni des choses, on se disait ok, là il y a quelque chose qui est en train de germer, cette idée-là qu'on avait depuis quelques temps, on n'arrivait pas à aboutir, en fait là ça commence à prendre forme. Il y avait des choses qu'on avait vraiment envie de développer, mais je sais pas, il y a des fois ça va pas, il faut attendre que ce soit le bon moment. On a attendu et puis c'est arrivé, mais je pense qu'en effet on s'est dit à peu près au moment de été 2019, on s'est dit tiens en fait là on a de la matière, on a quelque chose. Ouais. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez un processus de travailler déjà à deux? C'est un processus en soi, mais est-ce que vous composez des mélodies sur lesquelles vous venez plaquer des paroles? Est-ce que les paroles s'imposent souvent toutes seules en premier? Il n'y a vraiment pas de règle. C'est-à-dire que, par exemple, je veux un chien, c'est né vraiment avec cette phrase, je veux un chien. D'ailleurs, je crois que c'est lié à ton histoire de chien. Non? Oui, alors au départ, c'était lié à mon histoire de chien. C'est-à-dire que c'était vraiment, on avait pu notre bulldog, Ubu, qui était mort. On était dans cette transition là où tu fais le deuil de ton animal et en même temps tu te dis mais la vie sans chien c'est nul. Moi j'en veux un chien dans ma vie, et donc c'était vraiment genre mais je veux un chien. Et puis voilà, c'est vraiment venu comme ça. Et puis de là après est née une autre histoire, une espèce de double lecture. Voilà, exactement. Mais donc voilà, ça démarre comme ça. Il y a des morceaux qui sont un peu des jets comme ça, enfin tu vois, ça sort tout de suite, mais généralement il y a quand même la musique qui arrive un petit peu, qui arrive d'abord, et ensuite on construit l'écriture autour. Est-ce que vous essayez de faire un son contemporain, un son du moment comme on dit? Je crois pas, je crois qu'on fait juste ce qu'on aime. Alors après certainement qu'on entend des choses, qu'on les intègre, qu'on les digère et qu'elles ressortent d'une manière ou d'une autre. Mais je crois qu'on est vraiment, on est vraiment sincère dans notre manière de faire les choses. Et puis,
on se pose pas vraiment cette question, de en fait. centrer dans une génération. Pas du tout, non. Okay. Je pense qu'après ça ressurgit évidemment. Après nous, j'ai vraiment l'impression qu'on fait de la musique temporelle, c'est-à-dire que par contre, c'est vrai qu'on s'est jamais dit qu'on avait envie de faire de la musique intemporelle qui pourrait, tu vois, traverser toutes les époques. Non, on fait de la musique de 2019-2020 parce que ça a été composé à ce moment-là, donc peut-être qu'en effet ça sonne comme ça, et que dans 10 ans on se dira ah ouais, ça sonnait vraiment les années 2020, tu vois, c'était vraiment ce son là, quoi. Ouais, je crois que c'est évidemment en fonction de ce que ça te nourrit, enfin ce qui te nourrit autour de ce que tu entends, quoi, tout simplement. Mais en parlant de marqueurs temporels, j'ai remarqué, et j'imagine que je suis pas le seul, qu'il y a beaucoup d'autotune. Ouais. Pour quelle raison ça a une importance aussi forte pour toi, l'autotune ? Tout simplement parce que justement en expérimentant des sons, justement des traitements de voix, etc., on se rend compte que l'autotune, c'est un effet qu'on aime bien travailler. Moi, j'aime bien ce que ça provoque, j'aime bien l'espèce de truc un peu sur le fil que ça peut aussi parfois générer. Et puis, en fait, on est on utilise vraiment la voix comme un instrument, c'est-à-dire que pour nous, c'est autant tu vas chercher un son de synthé, tu vas le distort, tu vas le travailler, ou un son de guitare. En fait, c'est vrai qu'on se pose pas la question quand aujourd'hui on travaille sur un son de guitare. Enfin, je veux dire, il y a des effets sur tous les sons de guitare. Et en fait, à l'époque, j'imagine que ça a dû soulever des questionnements aussi, et les puristes devaient dire ah non, il faut absolument pas mettre d'effets sur une guitare. Comme dans tout ce qui arrive sur le champ des nouveautés, voilà, quoi. Exactement. Et l'autotune, pour moi, c'est vraiment un effet de esthétique pour travailler la voix. Et comme nous, on voit vraiment la voix comme un instrument à part entière, et voilà, ça fait sens. On le travaille. Comment on agence les titres, les 10 titres en l'occurrence d'un album, par quoi commencer, par quoi finir? Alors là, en l'occurrence, ça commence par Émancipance et ça finit par 1 million. Oui. Il est pensé aussi pour s'écouter du début à la fin, cet album, ou c'était un peu petit bonheur la chance, on va mettre ça ici, j'imagine que non, mais... Non, alors on n'a pas bossé à fond sur le tracklisting, okay. C'était pas genre, on s'est pas cassé la tête pour... Il n'y a pas une histoire Non, pas vraiment. On avait envie de finir sur 1 million, parce qu'il y a quelque chose de... Enfin, c'est un message assez fort, et c'est pour moi un peu un message... d'espoir. C'est vraiment genre, en fait, il faut s'émanciper justement de ses peurs, arrêter de toujours se laisser contrôler par ça. Et on avait envie d'avoir Mon beau chagrin au milieu, qui ponctuait un petit peu, qui était une carte postale comme ça, qui fait une espèce de petite coupure. C'est un moment de respiration dans l'album. Okay. Mais après, non, les choses sont venues assez naturellement. C'est pas trop dit tiens, il faut que ça soit là ou soit... Non, c'était assez spontané. Commencer par Émancipance, c'était peut-être un peu... c'était important, peut-être parce que c'est un morceau qui dit ça aussi, qui dit que si t'arrives pas à t'exprimer avec les mots, fais-le avec ton corps, en fait. Et c'est un peu ce qu'on a toujours fait, finalement. On a toujours mis la danse vachement au cœur de notre musique et de nos lives, etc. Donc c'est un peu c'est peut-être un peu un manifeste, quoi. Il va falloir il faut s'émanciper, il faut dire ce qu'on pense, mais si en plus on n'arrive pas à l'exprimer, il y a plein d'autres manières que les mots, quoi. Oui, c'est un beau manifeste. Sur la pochette de l'album, tu as un air assez sérieux, sur un fond sombre. Ton visage, il est à moitié recouvert par une espèce de chose en nylon. Je sais pas ce que c'est exactement. Moi, ça m'a fait penser à un collant, mais c'est pas ça. Oui. Et précisément, quelle était cette démarche qui est, de fait, un peu plus sombre? Toi qui avais une image un peu colorée, un peu technicolor, osons les mots. En fait, c'est vrai que cet album, il avait cette couleur un peu plus sombre que les précédents, un peu plus mélancolique, exactement. Et en fait, on a eu envie aussi d'assumer cette part de noirceur. Ouais. Et du coup, de pousser une esthétique qui soit un petit peu justement à l'inverse de ce qu'on avait pu proposer au public depuis le départ. Et assumer une facette un peu plus sombre, c'était aussi assumer justement une image un peu plus sombre. Et du coup, on est parti de ces images un petit peu
des peintres romantiques de tempête, ce truc un petit peu grave, un petit peu mystérieux. On avait envie d'un rapport à l'eau parce que c'est complètement lié aux éléments dans lesquels on vit. On vit en Bretagne, au bord de la mer, donc ces paysages de tempête, le vent, l'humidité. Oui, j'ai pas parlé de tes cheveux. Voilà, aussi. c'est ça. C'est vraiment, ça fait vraiment partie de notre quotidien. Donc on avait envie que ça soit présent. Et puis il y avait quelque chose de, d'un peu. Tu vois, de personnage qui sort de l'eau, il y a ce rapport à l'encre aussi, d'être ancré, d'avoir un attachement particulier à un endroit. Enfin, tout ça, c'est des sens forts, en fait, finalement, au fond. Et puis peut-être d'être un peu un espèce de trucs hybrides de personnes, enfin tu vois, d'avoir ce vêtement qui est un petit peu une combinaison de plongée mais qui l'est pas, c'est très travaillé, il y a des bijoux, c'est un peu, ça suggère des choses aussi. J'aimais bien aussi ce côté, toute la transparence, tout ce que ça peut raconter, de ce que tu montres, de ce que tu montres pas. Enfin tout ça c'est en fait ça s'est construit de manière on n'y a pas vraiment réfléchi, c'est venu, et puis ensuite on a fait le constat de ça, de se dire ah oui tiens ça peut évoquer ci, et ça peut évoquer ça. C'était plus finalement assez évident quoi. Alors Riel, en parlant de ce côté plus sombre, c'est un nom de scène qui a été créé avec Grand Marnier dès le départ, et ça veut dire You Enjoy Life, plus les lettres LE pour féminiser l'ensemble. Voilà. On l'aime toujours ce nom de scène, il vous correspond toujours après ce que tu viens de dire? Oui, complètement. Ouais. Complètement, et puis justement c'est passer par des étapes plus on va dire plus sombre, plus mélancolique, c'est toujours pour aller vers quelque chose de positif. Et donc oui, moi c'est toujours un credo quoi. You Enjoy Life, c'est toujours le message qu'on a envie de véhiculer. Après, ça n'empêche pas d'être lucide sur l'état des choses, l'état du monde et sur ton propre état. C'est-à-dire que life, ça veut pas dire smile. C'est exactement, ça peut dire apprécie la vie même si elle a des hauts et des bas, et que en fait les moments difficiles que tu traverses, c'est aussi des choses qui te nourrissent pour je veux dire on se ferait chier, et puis surtout on n'apprendrait rien de quelque chose de lisse et tout le temps un petit peu comme ça où tout est beau. Sur le papier, tu te dis ça doit être génial, mais en fait non, c'est pas non plus. Il faut se confronter des fois à la violence du monde, à la violence des choses pour réaliser que c'est ce que tu ne veux pas en fait. Tu vois, il y a quelque chose de être conscient que des choses difficiles peuvent arriver. Ça permet déjà de prendre du recul en se disant je ne veux pas que ça réarrive. Donc c'est plutôt ça. Ok, c'est un bon résumé. Il y a déjà 3 clips. Je veux un chien qui vient de sortir le 9, Karaté qui a été Je veux un chien qui a été réalisé par Giant, c'est ça, comme ça qu'on dit. Karaté qui a été réalisé par I Could Never Be a Dancer. Oui, c'est le nom. Et Je t'aime encore qui a été réalisé par Loïc Prigent. Quelle importance ça a un clip pour toi? Est-ce que ça donne un aperçu de votre univers, ou au contraire est-ce que ça permet de vous amuser, d'aller un petit peu au-delà? C'est les deux, je dirais, parce que en effet, ça nous permet d'une part de donner à voir justement des choses qu'on a envie, et ça nous permet aussi d'expérimenter des choses vers lesquelles on ne serait pas forcément allé. Oui, c'est ça. Par exemple, Je veux un chien, sur le papier, c'est pas forcément un clip qu'on aurait fait, parce que pour moi, c'est plus un clip traditionnel, un clip un peu beauté, un clip un peu... Et d'avoir travaillé avec Giorgio et Antoine, on a eu la possibilité justement d'aller vers quelque chose comme ça qu'on n'aurait pas peut-être imaginé pour nous. Des fois, on a l'impression qu'on peut faire que des trucs un peu marrants, ou des trucs un peu, deuxième degré, ou avec des doubles lectures, justement, avec des clips comme Bassin, qui sont complètement zinzin, j'ai l'impression qu'en tout cas il y a un champ des possibles quoi, qui permet
peut-être que c'est aussi en grandissant, on assume plus les choses et en fait on peut assumer autant un clip comme en effet Karaté qui est vraiment un clip de danse, un clip qui raconte pas grand-chose, et en même temps un clip comme Je veux un chien qui est un peu plus sur des images, sur de la peau, sur qui évoque plus de choses quoi. Donc mais en tout cas on se laisse toujours la possibilité d'être surpris par ce qu'on nous propose et après on est quand même finalement toujours à l'origine, c'est-à-dire qu'on a toujours une idée de départ. Ça vient souvent toujours de vous. Voilà, en fait on a une idée et puis on la confie à quelqu'un puis on lui dit nous on aimerait bien ça. Qu'est-ce que tu peux nous proposer? Qu'est-ce que ça t'évoque? Et voilà, et après les gens avec qui on bosse imaginent leur vision. Et comme c'est des gens généralement qu'on aime bien, avec qui on a des affinités, et ben en fait ça marche parce qu'il y a déjà une connivence au départ, il y a déjà un truc qui existe. Qui a existé précisément. Ce nouvel album, vous le sortez sur votre propre label, qui est Recreation Center. Et c'est la première fois que vous faites tout de A jusqu'à Z. Pas trop de stress, au-delà du défi que ça représentait, j'imagine. Si, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est en fait, comment dire, c'est génial parce que c'est hyper intéressant. Moi, je trouve que c'est super après d'arriver au 4e album et de pouvoir encore apprendre des choses, apprendre des façons de faire et aussi de s'adapter tout simplement à l'époque, au marché, à la manière dont ça fonctionne. C'est vraiment très intéressant. Et en même temps, c'est énormément de travail. C'est une charge mentale très importante. C'est un peu jongler, un peu être schizo parce que tu passes de artiste à chargé de prod, tu vois. Après, on a des super personnes avec qui on travaille, notre attachée de presse, notre coordinatrice, notre styliste, on a un distributeur. Enfin voilà, il y a des gens, on a des gens clés. On a vraiment une équipe de gens autour qui vraiment nous épaule et qui nous aide, qui nous guide aussi quand on est un petit peu perdu. Mais c'est vraiment très intéressant. Et je trouve que c'est chouette de pouvoir, avec les années, avec tout ce qu'on a pu apprendre aussi, là on a l'impression d'avoir quand même pas mal de clés dans nos mains. Quelques-unes. Donc on peut aussi être un peu expérimenter des choses, etc. Et c'est vachement bien. Trop bien. Projet à venir, une tournée. Ouais, alors j'ai des dates. J'ai le 22 octobre, le début de la tournée, à la laiterie à Strasbourg. 29-30 octobre à la Cigale, à Paris. Le 17 décembre à la Salle de la Madeleine à Bruxelles. Et puis à l'étranger, entre toutes ces dates, Oslo, Londres et compagnie. C'est tout. Écoute, c'est déjà pas mal pour l'instant, surtout que vu la situation actuelle, on ne sait toujours pas si on pourra donner ces concerts. Oui, et puis j'imagine que vous avez fait une croix sur les États-Unis, la Corée. Voilà, les États-Unis, enfin tout ce qui est hors de l'Europe pour l'instant, c'est vraiment décalé, même si on ne sait pas encore quand ce sera décalé. Mais donc voilà, ça pour l'instant, ça n'existe plus. Par contre, la France, c'est problématique parce qu'on n'a pas de solution, on n'a pas de réponse de la part du gouvernement. Donc notre tourneur, il jongle comme il peut avec un super métier. Voilà, c'est ça. Et c'est pas facile pour lui en ce moment. Après, nous, on est on aime les challenges, donc c'est-à-dire que évidemment qu'on a envie de donner des concerts où les gens seront debout, où ils pourront danser sans masque, et ils pourront se coller et se toucher en toute sécurité. Donc cette forme-là, elle ne pourra pas forcément exister tout de suite. Voilà, ça risque d'être compliqué. Pas de pogo, quoi. Voilà, pas de pogo tout de suite. Mais par contre, si on peut réinventer une formule et avoir quelque chose à proposer aux gens pendant ces futurs mois, on le fera. Mais on attend quand même des décisions un peu plus précises, c'est-à-dire que moi j'espère que début octobre, on nous dira c'est oui ou c'est non, parce que c'est à ce moment-là qu'on va partir en résidence. On a déjà un petit moment de calé, donc c'est à ce moment-là que nous, il va falloir décider
qu'est-ce qu'on fait. Mais bon, alors on a des idées qui sont différentes pour 2 formules différentes. Ce qui est déjà notable. Ce qui est déjà pas mal. Mais pour l'instant, on est encore dans l'expectative. On attend de voir ce qu'on pourra ou ne pourra pas faire. Ok. Voilà, c'est très chiant, mais... Ça, ouais. je peux le comprendre. Mais voilà, après, on n'est pas non plus, comment dire... on n'est pas des kamikazes, on n'a pas envie de faire les choses pas bien. Voilà, on veut que tout le monde soit en sécurité et qu'il y ait une bonne énergie. On a envie que les gens puissent profiter du moment et nous aussi. Et en même temps voilà, que ce soit pas un stress de se dire mais attends, est-ce qu'on se retrouve pas dans un cluster là, donc voilà, on fera les choses que si on peut les faire correctement. La bonne énergie de Exactement. Et la dernière question que je pose à tous mes invités et toutes mes invitées, est-ce que tu as un ou plusieurs coups de cœur culturels à nous partager ? Alors écoute, je ne l'ai pas encore vu le film. Mais c'est un beau coup de cœur. Mais c'est un coup de cœur déjà parce que c'est un coup de cœur humain pour son réalisateur et acteur qui s'appelle Nicolas Maury, qui sort son premier long métrage qui s'appelle Garçon chiffon, qui doit sortir au mois d'octobre si je ne m'abuse. Il me semble aussi. Mais... Voilà, donc je n'ai pas la date exacte en tête, mais voilà, j'aime beaucoup ce garçon. C'est vraiment quelqu'un de très sensible et de très doué. Exactement, c'est un excellent acteur. Donc je vous invite à aller découvrir son film. Moi, j'ai vu juste la bande-annonce et puis voilà, je suis persuadée que ça va être un excellent film. Et ça sort le 28 octobre. Ah bah voilà, tu as trouvé. Donc voilà, c'est mon coup de cœur et mon conseil culturel. Merci beaucoup Yael. Merci. Et bien voilà, la quille, c'est terminé pour cette semaine, mais on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel entretien et un nouvel ou une nouvelle invitée pour parler de culture. En attendant, n'hésitez pas à suivre la quille sur les réseaux sociaux et à vous abonner au podcast, évidemment. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.